Alors, le petit 3, des tensions régionales à résonance mondiale. Vous l'avez dans le cahier de texte électronique. Donc, je vous laisse le recopier dans votre trace écrite. Et puis, on va commencer par un premier point. Une région convoitée et divisée. Pour travailler sur cette région convoitée et divisée, je vous invite à travailler à partir du document 1 de votre fiche, qui est un texte sur les conflits du Moyen-Orient. L'intérêt, c'est qu'on a un point de vue ici d'un spécialiste. Et puis, il faudra adjoindre également le document 3 de la page 267. Alors, région convoitée et divisée. Ces documents, ils nous permettent de prendre conscience que les ressources du Moyen-Orient, elles attirent les convoitises. Évidemment, il y a le pétrole qui intéresse, et c'est aussi une des lectures qu'on peut faire de la première guerre d'Irak. L'invasion du Koweït par l'Irak en 1990, elle permet à Saddam Hussein de contrôler 20% des réserves mondiales du pétrole. C'est pas anodin, ça en fait une puissance pétrolière gigantesque. Et puis, la question des ressources au Moyen-Orient, elle se pose aussi au travers de l'eau. Il y a de nombreuses tensions autour de l'eau au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce qu'elle est rare. Aaron Wolf, alors Aaron avec 2 A, A-A-R-O-N-W-O-L-F, Aaron Wolf, il a montré qu'on s'était battu au Proche et au Moyen-Orient 37 fois plus pour la ressource hydrique que partout ailleurs dans le monde. Alors, exemple de tension. En Israël, c'est le plateau du Golan et de la Cisjordanie. Effectivement, là, on a des ressources aquifères en eau qui sont prises dans le conflit israélo-palestinien, avec de l'eau que les États israéliens cherchent à s'accaparer alors qu'elles sont en territoire cisjordanien. Autre tension entre la Turquie, la Syrie et l'Irak, qui partagent en commun le fleuve qui est l'Euphrate. Or, le grand projet de barrage turc en amont a des répercussions sur l'État syrien et l'État irakien, qui se retrouvent avec des quantités d'eau plus réduites. Bon, alors, derrière les ressources, la convoitise, elle est aussi diplomatique. C'est-à-dire qu'il y a des conflits de puissance, des conflits d'hégémonie, et plusieurs États arabes se livrent des rivalités, notamment en partie d'un prolongement de la guerre froide, pour chercher à être la puissance influente du Proche et du Moyen-Orient. Et les rivalités d'aujourd'hui, elles sont en partie le prolongement de celles de la guerre froide, mais pas totalement. Donc la grande guerre froide qui opposait autrefois l'Arabie Saoudite et l'Égypte est plutôt passée aujourd'hui sur une rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Dans les années 1970, l'influence de l'URSS, elle était encore présente, notamment en Syrie, en Irak et en Afghanistan. Et puis, avec la disparition de l'URSS, on peut se demander si les mains des États-Unis ne devenaient pas libres pour exercer leur influence au Proche comme au Moyen-Orient. Alors, pour réfléchir à cette question, on va aussi s'intéresser à 2 documents de la fiche. Les documents 2 et les documents 3. Voilà, qui nous permettent de prendre conscience que le Moyen-Orient, c'est un espace qui possède ses propres rivalités internes. Elles ne sont pas seulement des rivalités introduites de l'extérieur par des puissances étrangères. Il y a aussi des rivalités de puissance en son sein. En 1979, alors ça, ce sont les diapositives 4 et 5 qui l'illustrent. Ces diapos, alors attendez, j'ai dit, excusez-moi, diapositives 4 et 5. Elles permettent d'illustrer ce qui s'est produit en 1979, en Iran. C'est-à-dire qu'en Iran, en 1979, a lieu la révolution chiite. Alors, C-H-I-I-T-E. Cette révolution du peuple contre le Shah d'Iran, contre son roi, S-H-A-H, le Shah d'Iran,
elle voit finalement la victoire d'un des groupuscules révolutionnaires, d'une des parties des révolutionnaires, ceux qui sont partisans de la révolution islamiste. Il y avait aussi des partisans de la révolution laïque. La première diapo que vous voyez, que c'est bien une femme non voilée qui est en train de manifester dans la rue pour la libération de l'Iran, alors que sur la deuxième diapositive, on a ici, vous le voyez, des manifestants qui sont pour l'ayatollah Khomeini, qui sont majoritairement des hommes, et les femmes qui sont présentes parmi la foule sont des femmes voilées. Donc il y avait plusieurs tendances au sein de ce mouvement révolutionnaire, et c'est le mouvement de Khomeini qui finit par l'emporter. Alors Khomeini, K-H-O-M-E-I-N-Y. C'est la révolution chiite qui lui permet d'accéder au pouvoir. Document 1 et 2, page 262. Ils finissent par nous permettre de prendre conscience de l'unité de la région. Une unité de la région qui est plus qu'hypothétique. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte que cet espace, c'est difficile de le voir comme un seul ensemble. Il est en réalité divisé en des rivalités internes, et difficile de l'imaginer vraiment comme un bloc complet qui se présenterait comme uni. Les différences entre les États, finalement, elles semblent plus grandes que les motifs qui leur permettraient de se rassembler. Voilà, ça c'était pour le premier point. On passe donc au second point, des conflits régionaux dont les enjeux sont mondiaux. Alors pour illustrer ces conflits régionaux dont les enjeux sont mondiaux, on peut s'intéresser d'abord au document 3 de la page 271. Et puis compléter avec le document 4 de la fiche. La diapositive numéro... Donc il y a des diapos qui vont jusqu'à la diapositive numéro 6 qui reviennent justement sur ces conflits. Donc de 1980 à 1988, c'est d'abord la guerre entre l'Iran et l'Irak. D'un côté, on a les Irakiens sous Saddam Hussein. Donc Saddam Hussein, S-A-D-D-A-M, plus loin Hussein, H-U-2-S-E-I-N. Donc Saddam Hussein, du côté irakien, bénéficie alors, pendant la guerre contre l'Iran, du soutien des États-Unis d'Amérique. Pourquoi les États-Unis d'Amérique le soutiennent ? D'abord parce que ils n'ont pas apprécié la révolution iranienne, ils en ont après l'ayatollah Khomeini, donc l'ennemi de mon ennemi est mon allié potentiel. Donc l'Irak, dans ces années 80, il faut savoir que c'est un État laïque qui est sous la houlette de Saddam Hussein. Saddam Hussein, c'est un dictateur autoritaire du parti Ba'ath, B-2-A-S. Ce parti Ba'ath, c'est un parti sunnite, alors que l'Irak est un pays majoritairement de confession chiite, d'où l'intérêt pour Saddam Hussein de bien en faire un État laïque et pas un État religieux, parce qu'un État religieux contrôlé par une minorité religieuse, ça serait compliqué pour lui à tenir. Du côté iranien, le chef de l'État, c'est l'ayatollah Khomeini. J'ai déjà tout à l'heure appelé son nom. Donc on est dans un État qui lui aussi est chiite, et ultra majoritairement chiite. C'est une théocratie. C'est-à-dire que les religieux participent à l'exercice du pouvoir. Le clergé participe à l'exercice du pouvoir. Bon, clergé, c'est un petit peu exagéré, mais c'est un mot que vous comprenez bien parce que vous l'avez étudié en seconde. Sauf que en islam, il n'y a pas un réel clergé au sens où on l'entend chez les chrétiens, mais c'est un outil qui permet de bien comprendre l'allégorie. Et cet État chiite, il soutient notamment le Hezbollah libanais. Alors, Hezbollah, c'est une définition à connaître, en rouge. Donc, Hezbollah, H-E-Z-B-O-2-L-A-H. Littéralement, Hezbollah, c'est le parti de Dieu. C'est un groupe armé qui a été fondé en 1982, qui est composé de chiites libanais, qui sont soutenus par la Syrie
et par l'Iran, et qui prône la lutte armée contre l'État israélien. Vous voyez qu'ici, l'Iran s'implique aussi dans le conflit israélo-palestinien, et donc on a une guerre violente entre l'Irak et l'Iran. Donc l'objectif ici, c'était bien de voir qu'il y a des conflits régionaux dont les enjeux sont mondiaux. Pourquoi ? Parce que les États-Unis soutiennent l'Irak dans son combat contre l'Iran. Donc, je vous rappelle qu'il y a eu aussi, il y a un film, je sais plus comment il s'appelle ce film, où en fait il y a l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui est assiégée par l'Iran, et puis les États-Unis d'Amérique inventent une solution rocambolesque avec un faux tournage de film pour exfiltrer des membres de son ambassade et les rapatrier aux États-Unis d'Amérique. Je sais plus comment il s'appelle ce film, il est distrayant. Bon bref, deux diapositives nous intéressent aussi. Ce sont les diapositives 7 et 8. Elles reviennent toutes les deux sur l'Afghanistan. En 1979, on a une intervention militaire de l'URSS en Afghanistan. L'objectif pour eux, c'est de maintenir au pouvoir leurs alliés. Parce qu'on a une révolution qui est en train de se faire aussi, et là ils sont en train de perdre leur allié traditionnel en Afghanistan. Cette intervention militaire, elle va soulever des combattants, des résistants contre ces actions, et qui se revendiquent pour certains de l'islam, et qui se présentent comme des mujahideen, M-O-U-D-J-A-H-I-D-I-N. Ces différents combattants, ils vont réussir à tenir en échec l'armée rouge. Voilà. Qui va finir par quitter l'Afghanistan en 1988. Bon, alors là, il y a un film qui illustre ça, c'est Rambo 3, mais évidemment, c'est très très loin de la réalité, mais c'est de cette guerre dont il est question. Vous savez, c'est le film avec Rambo qui a son arc à poulie et puis qui balance des grosses bombes sur les tanks ennemis alors qu'il est à cheval avec les combattants afghans. Alors, le problème, c'est que du coup, le pouvoir, il se retrouve vacant en Afghanistan. Il y a une guerre civile entre tous ceux qui restent, et au final, ce sont les talibans qui vont l'emporter. Et les talibans, ils vont écraser tous les autres résistants, notamment l'une des figures célèbres de cette résistance contre les troupes de l'armée rouge, le colonel Massoud. M-A-2-S-O-U-D. Alors les talibans. Les talibans, en définition, en rouge dans vos cahiers, les talibans, ce sont les étudiants, entre guillemets, en arabe. En fait, ce sont les partisans d'un islam fondamentaliste qui ont été formés dans les écoles religieuses du Pakistan. Alors on appelle ça des madrasas, M-A-D-R-A-S-A, qui ont pris le pouvoir en Afghanistan de 1996 à 2001. Donc avec le pouvoir vacant et cette guerre civile qui voit la victoire des talibans, on a un État, l'Afghanistan, qui va devenir un refuge pour les extrémistes islamistes. Ils sont bienvenus, entre guillemets, bien protégés à l'intérieur de cet État. Alors, pour preuve, après les attentats de 2001, en fait, on a Saddam Hussein, enfin avant même les attentats de 2001, mais Oussama Ben Laden, il va trouver refuge dans cet Afghanistan des talibans. Et après les attentats de 2001, les États-Unis d'Amérique, avec une coalition internationale, vont intervenir en Afghanistan avec comme objectif de justement déloger le commanditaire de ces attentats, Oussama Ben Laden. Alors, autre exemple d'intervention, c'est la diapo 9, qui permet de l'illustrer. Avec l'Irak. En fait, l'Irak a connu une double guerre. La première guerre d'Irak, elle a lieu en 1990. Elle avait un objectif international que vous avez étudié en première,
sous mandat de l'Organisation des Nations Unies, une coalition internationale qui en 1991 va intervenir pour libérer le Koweït, mais va laisser Saddam Hussein en place. Cette première guerre du Golfe, elle est à distinguer de la seconde, qui elle a lieu en 2003. Là, les États-Unis et certains de leurs alliés, sans mandat de l'Organisation des Nations Unies, malgré la pression qu'ils ont essayé de mettre pour que l'Organisation des Nations Unies vienne avec eux, ils partent en guerre juste avec certains de leurs alliés, mais il n'y a pas de coalition internationale. Donc dans ces alliés, on peut retrouver par exemple les Britanniques, le chef de l'État à l'époque c'est Tony Blair. L'argument qui justifierait cette guerre, c'est que l'Irak posséderait des armes de destruction massive, qu'elle abriterait des terroristes, bref. Il y a une volonté d'intervenir ici et de prendre le pouvoir en Irak. Bon, l'intérêt réel, on le sait, c'est à ce moment-là, d'une part le pétrole irakien, mais aussi et surtout une orientation stratégique de la Maison-Blanche. C'est-à-dire que la volonté, c'est de prendre le contrôle du Moyen-Orient et d'essayer de le réorganiser en créant un pôle iranien. Sauf qu'au final, c'est un échec, effectivement. Saddam Hussein va bien tomber, les États-Unis vont bien prendre plus ou moins le contrôle de l'Iran, et puis l'avenue d'une démocratie en Irak, l'avenue de la démocratie en Irak, elle va pas prendre du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a un État irakien qui va être divisé, en situation de guerre civile, avec une opposition qui est une opposition religieuse, entre les chiites et les sunnites. Des chiites réclamant le pouvoir sous le prétexte que on est plus nombreux que les sunnites. Dans le même temps, un petit peu plus tard, on a une remise en cause du pouvoir en Syrie. Et c'est-à-dire que cette situation complètement instable en Irak, couplée avec la remise en cause du pouvoir en Syrie, va donner naissance à Daesh. D-A-E-S-H, qu'on appelle aussi l'État islamique, d'une façon allégorique, puisqu'en réalité ce n'est pas un État réel, mais c'est un État qui s'était revendiqué, et qui va s'installer de façon durable dans le nord de l'Irak et le nord-est de la Syrie, jusqu'à en être finalement délogé par des opérations militaires. Donc il y a bien ici, et entre guillemets, Daesh a commis des attentats partout dans le monde. Donc on voit bien que ce qui se passe localement a des répercussions à l'échelle mondiale. Je vous rappelle que c'est l'argumentation qu'on est en train de développer dans ce point. Autre document qui nous intéresse, c'est le document 6 de la page 263. Au travers de ce document, vous verrez que en fait, l'Iran cherche encore à se procurer l'arme nucléaire. Pourquoi ? Pour gagner en puissance régionale. Être une puissance nucléaire, c'est avoir une influence mondiale, être reconnu comme puissance internationale. Évidemment, les États internationaux, dans leur grande majorité et sous la houlette de l'Organisation des Nations Unies, cherchent à s'opposer au fait que l'Iran puisse posséder l'arme nucléaire. Et pour ce faire, des négociations avaient été entreprises avec l'Iran pour la convaincre de ne pas chercher à posséder l'arme nucléaire, qui avaient été bien engagées, qui avaient abouti à un accord, et donc à un boycott de l'Iran qui avait reculé, jusqu'à ce que Donald Trump mette fin à ces accords de façon unilatérale et se mette à reprocher aux États qui feraient du commerce à l'Iran de ne plus commercer avec eux, et donc on en est là. Du coup, l'Iran a relancé son programme nucléaire, et pour l'instant, on sait pas trop où ça va mener tout ça. Répercussions internationales du local, on peut aussi citer les printemps arabes qui ont lieu en 2011. C'est-à-dire qui montrent qu'il y a des tensions qui demeurent et qui font écho, qui sont suivies dans le monde entier. 2016, on fait un petit bond dans le temps. En 2016, on a l'Arabie Saoudite qui a exécuté un leader chiite de l'opposition, ce qui a réveillé les tensions avec l'Iran.
Donc on est ici sur un conflit entre puissances qui cherchent à exister à l'échelle régionale et à écraser l'existence de l'autre. Voilà pour le deuxième point. On passe au dernier point, il est temps de finir maintenant ce cours. Et donc le poids de l'islamisme politique. C'est le dernier point de ce cours sur Proche et Moyen-Orient. On va s'intéresser d'abord au document 5 de la fiche. Un texte, ici, qui nous permet de définir c'est quoi l'islamisme. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot d'islamisme? Donc à partir du texte, à vous de rédiger une définition sur ce qu'est l'islamisme. Je vous fais confiance, hein, parfois il faut travailler un petit peu en autonomie. Bon, il y a une chose qu'on peut dire, c'est qu'on est derrière un modèle d'ordre idéologique, qui renvoie à une conception de la religiosité, c'est-à-dire une façon de comprendre l'islam, mais ce n'est pas la seule. Ce modèle idéologique, c'est une manière d'être au monde pour des musulmans, je répète, et pas la totalité des musulmans. Alors, on peut se demander aussi si c'est pas une façon pour certains musulmans de s'intégrer dans le système monde, et c'est-à-dire dans les relations internationales. Et donc je le répète, c'est une manière d'être au monde pour des musulmans. Il existe bien d'autres modèles qui sont beaucoup moins véhiculés, parce que quand tout se passe bien, on n'en parle pas. Les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle jamais. Le problème, c'est ceux qui n'arrivent pas à l'heure. Alors ce poids de l'islamisme politique, on peut l'illustrer notamment par l'importance du Hamas, et c'est pourquoi je vous invite maintenant à vous intéresser au document 6 de la fiche. Derrière l'islamisme, il y a en réalité des groupes politiques, pas un seul, plusieurs. De même, derrière l'islamisme, il n'y a pas un seul groupe armé, il y en a plusieurs. Mais derrière l'islamisme, ce mouvement, on a la volonté commune, à chaque fois, que ce soit politiquement ou militairement, de mobiliser des musulmans. Et pour mobiliser les musulmans, il y a des actions diverses qui sont entreprises, des actions, on l'a dit, de guerre pour certains, et puis sinon, au quotidien, ce sont d'abord des actions politiques. Ce sont aussi des actions économiques. Et puis ne l'oublions pas, ce sont aussi des actions sociales, des actions humanitaires. C'est-à-dire qu'il y a plein de partis islamistes donc qui cherchent à aider le quotidien des habitants, d'abord en leur distribuant des couvertures, en organisant des soupes populaires à l'image du secours catholique français, entre guillemets. Et par là, elles font l'apologie du modèle islamiste, de leur conception de l'islam. Et là, il y a des degrés différents d'un groupe à l'autre. Ces groupes islamistes, ils ont besoin d'argent. Et l'argent, il vient pas de nulle part. C'est-à-dire que l'argent, il vient des États, mais il vient aussi de musulmans qui vivent partout dans le monde, notamment dans les pays riches. Donc il y a des appels aux dons qui sont mobilisés, et on cherche à toucher les musulmans les plus riches pour qu'ils financent ce développement de l'islam. La montée de l'islamisme politique, elle est aussi alimentée, et elle profite comme terreau favorable de l'existence de réfugiés. Et ça a été le cas par exemple au Liban. C'est-à-dire que les réfugiés qui habitaient au Liban dans une situation précaire, à partir du moment où ils se sentaient soutenus par des gens, vont se trouver à être les principaux véhicules viatiques de cet islamisme politique. La situation en Palestine, du coup, elle est aussi montée en épingle par les islamistes qui trouvent un terreau favorable pour y développer leurs idées. Mais attention, parce que l'islamisme, il n'est pas que favorable aux États musulmans. C'est-à-dire que on va aussi rencontrer une opposition à des gouvernements, qui sont, par exemple en Iran, il y a des mouvements islamistes politiques qui vont s'opposer à la bourgeoisie iranienne, qui ne se préoccuperait pas du sort de tous les musulmans, ou qui vont s'opposer à la dictature du chef. On a vu ça en Syrie par exemple.
Donc sur le terrain, ces groupes islamistes, ils génèrent des tensions, ils génèrent aussi de l'instabilité politique. Il y a plusieurs révolutions qui sont liées à ces groupes musulmans, qui cherchent à prendre le pouvoir pour mettre en place un islam politique. Et c'est notamment l'un des vieux rêves des frères musulmans qu'illustre le document 1 de la page 251. Alors, la révolution, c'est l'un des moyens. Un autre moyen, c'est le terrorisme. Et c'est celui qui est le plus médiatisé parce que c'est le plus spectaculaire, mais ce n'est qu'une des facettes. C'est la face visible, entre guillemets, de l'iceberg, celle qui est la plus médiatisée, mais c'est l'une des facettes seulement. C'est un moyen d'attirer l'attention et qui nécessite des financements. On ne fait pas une opération terroriste sans argent, il faut la finance. Et c'est un moyen d'exister, le terrorisme, de dire regardez, j'existe, je fais des opérations, j'ai un nom, et puis Oussama Ben Laden qui était complètement inconnu devient d'un coup quelqu'un de connu. Excusez-moi, il y a mon fils qui est rentré dans la pièce, ça m'a un peu perturbé. Donc je disais, voilà, ça sert à exister, et c'est aussi un moyen de montrer sa force. Et puis, si on montre sa force et qu'on existe, c'est un moyen parfois d'attirer davantage de financement. Je ne sais pas si vous comprenez le processus, mais il y a cette idée ici. Et puis, derrière le terrorisme, il y a aussi la volonté de peser sur les politiques intérieures des États, c'est-à-dire de les contraindre à faire des choses. Et force est de constater que ça marche un petit peu. C'est-à-dire que les attentats du Bataclan ont bien entraîné en France une réaction politique qui a diminué les libertés d'une partie de la population française. Ça a été le même cas pour les attentats du 11 septembre. Il y a eu des répercussions sur les libertés des habitants des États irakiens et aussi sur ce qui intéresse aussi les groupes terroristes, c'est que la vision d'un monde avec une guerre de musulmans contre le reste de l'humanité soit présente. C'est-à-dire qu'on voit les musulmans comme des ennemis, eh bien ça les intéresse. Pourquoi ? Parce que ça leur donne de l'existence. Hein. Donc il faut bien comprendre le processus. Donc au final, l'islamisme, force est de constater qu'il n'apporte pas non plus de stabilité au Proche et au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce qu'il alimente les renversements de régime. Même les mouvements conservateurs, ils sont critiqués. Hein, on l'a vu, en Iran, il y a une critique qui existe de la part de certains groupuscules islamistes. Et puis, même l'État saoudien, wahhabite, lui-même, conservateur, est aussi critiqué par d'autres musulmans. Donc, il n'a pas apporté stabilité au Proche et au Moyen-Orient, l'islamisme politique. Et à l'international, l'international, il a généré de la méfiance envers d'une partie des opinions publiques, de la méfiance à l'égard des régimes politiques musulmans, mais aussi vis-à-vis de tous les groupes musulmans et parfois des musulmans eux-mêmes. Donc il y a une difficulté de part et d'autre à dépasser une représentation manichéenne. C'est-à-dire que d'un côté il y aurait des gentils et de l'autre côté il y aurait des méchants. Alors que dans le même temps existent bien localement des islams politiques démocratiques qui n'appellent pas à prendre les armes. Et puis il y a aussi beaucoup de musulmans qui se considèrent évidemment comme musulmans, ça fait partie de leur identité, mais qui considèrent pas que l'islam ça doit être un principe premier dans l'organisation politique d'un État. C'est-à-dire qu'il y a aussi des musulmans qui sont laïcs. Évidemment on parle jamais d'eux, quasiment jamais, mais il faut les prendre en considération. Donc voilà, je vous laisse faire une conclusion vous-même. Vous avez l'ensemble du cours, vous savez comment doit être une conclusion, vous avez la question de départ qu'on avait vue dans l'introduction. On se demandait quels facteurs font de la région un foyer particulier de conflit. On se demandait aussi pourquoi ces conflits ont-ils une résonance importante dans le monde. On a mobilisé pas mal d'exemples qui vous permettent de faire la synthèse et puis de répondre à cette
problématique. Voilà, donc cher terminal ES2, je vous souhaite bon travail. Alors les autres cours seront un petit peu moins longs, et pour ceux qui se disent à juste titre, eh bien c'était long pour un premier cours. Oui, alors le cours que je viens de vous faire là, c'est le cours du lundi et du mardi. Ça marche, c'est-à-dire que là il y a 2 jours de boulot. J'aurais aimé vous les donner plus tôt. Malheureusement, les difficultés que j'ai rencontrées avec l'outil informatique ont été trop grandes. Voilà, bon courage pour prendre ce cours, consultez bien les documents, et puis je vous rappelle que je suis disponible le mardi matin de 10h à 13h et le jeudi matin de 10h à 13h pour répondre aux différentes questions que vous vous poseriez à propos de ce chapitre ou de problèmes techniques. Voilà, à bientôt, au revoir.